Et nous allons maintenant donner la parole au professeur Laurent Storm qui nous attend en visio, qui est chef du service de réanimation néonatale au CHU de Lille et qui va nous parler de l'alimentation et de la nutrition préventive au XXIe siècle. Merci, Bonjour à professeur. tous et merci pour l'invitation. Je suis sincèrement désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'ai une réunion tard hier soir et je dois prendre un train à 11h15. Donc voilà, je vais donc vous parler de ce nouveau paradigme de la santé que sont les 1000 premiers jours. Et d'ailleurs, ça a apporté quelques réponses complémentaires aux questions qui ont été posées juste avant moi. Vous m'entendez bien? D'accord. Je partage mon écran. Oui, oui, on On entend vous très bien. entend très bien. On vous entend très bien, On vous professeur. entend et on vous voit très bien, professeur. Merci. D'accord. Et là, vous voyez les diapos? Ah oui, parfait. Voilà, donc je vais vous parler d'alimentation, de nutrition dans le cadre des 1000 jours. Vous allez voir que il faut sortir du débat strictement nutritionnel quand on parle d'alimentation des 1000 premiers jours. Le principe des 1000 premiers jours, c'est s'appuie sur l'idée que notre environnement impacte beaucoup notre trajectoire de vie. Ici, c'est ce qu'on imaginait il y a 30 ans. La trajectoire de vie était déterminée par nos gènes le jour de la conception et déterminait notre capital santé, notre capital à avoir une trajectoire particulière. C'est pas un scoop, l'environnement perturbe, va modifier cette trajectoire de vie. Un environnement favorable va augmenter le risque de maladie plus tard dans la vie et un environnement favorable va réduire ce risque-là. L'idée des 1000 jours, c'est que au plus précocement dans la vie, on est exposé à un environnement défavorable, au plus l'impact à l'âge adulte sera important. Ça nous dévie de notre route initialement déterminée par nos gènes. Et naturellement, ce qui nous intéresse, c'est la courbe verte. Effectivement, ce qui témoigne du fait qu'il est possible d'agir précocement en prévention pendant cette période de 1000 jours pour améliorer l'état de santé à l'âge adulte. Donc en fait, ce qui est en jeu quand on parle des 1000 premiers jours, c'est la santé du futur adulte. Et quand on parle des 1000 jours, euh, ça concerne donc toute la grossesse, 9 mois, et les 2 premières années de la vie. Et tout ça, ça fait 1000 jours. Alors on sait maintenant, parce que tout ce que je vous dis là peut paraître un peu ésotérique quand on le présente comme ça de façon très schématique. En réalité, derrière, il y a de la science. On sait pourquoi l'environnement a autant d'impact sur la santé future pendant cette période-là, notamment en utilisant des modèles expérimentaux animaux chez qui on peut reproduire exactement la même chose. La période précoce de la vie et la période anténatale est une période sensible à notre environnement qui détermine notre trajectoire de vie. Alors, je vous disais, c'est 1000 jours, euh, ça a été décrit comme ça au départ. On sait, et ça va être rappelé aujourd'hui aussi, que les mois qui précèdent la conception jouent un rôle aussi très important. Et là, effectivement, le père euh, de l'enfant va aussi jouer un rôle. Et les 1000 jours, c'est un peu un moyen mnémotechnique pour retenir que la période précoce est une période sensible. Alors, quand on parle des facteurs de l'environnement, vous voyez la liste qui est là, donc pendant cette période des 1000 jours, le point important que je voulais illustrer ces deux choses, c'est quels sont les facteurs de l'environnement qui impactent la santé future et finalement, euh, pourquoi tout ça? Ben, parce que donc, quand on parle de trajectoire de vie, c'est le capital santé et ce sont les compétences psychosociales d'une personne. Ses compétences cognitives, ses compétences à communiquer,
et ses compétences à savoir réguler ses émotions, on le sait maintenant, sont déterminées par cette période précoce. Euh, Si l'environnement est défavorable, malheureusement, il y a un risque accru de maladies non communicables. Ces maladies communicables, c'est celles qu'on rencontre chez l'adulte, les maladies chroniques lourdes de l'adulte, l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, les maladies inflammatoires allergiques et les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Donc vous voyez, en réalité, ça concerne beaucoup de choses. Ce que je voulais vous montrer, c'est aussi les facteurs de l'environnement susceptibles d'impacter la santé future sont listés là dans un ordre hiérarchique. On le sait maintenant, il y a une étude du Lancet qui en témoigne, qui met pour chacun de ces facteurs un odds ratio en regard. Euh, les pratiques éducatives, la qualité de communication et d'interaction, le style d'attachement précoce, le développement du langage jouent un rôle majeur sur le devenir de l'enfant. Ça paraît intuitif, mais il faut le redire. L'exposition à un stress toxique, chronique, imprévisible pendant cette période-là est un facteur de risque majeur. Le mode de vie, l'activité physique pendant cette période des 1000 jours, ça concerne le père, la mère et l'enfant. Et la façon de s'alimenter, ça concerne essentiellement la mère pendant la grossesse et pendant la période d'allaitement. Et la façon d'alimenter le bébé va impacter sa santé. Et l'exposition aux toxiques, et ça va beaucoup être discuté aujourd'hui, joue un rôle. Mais vous voyez que l'exposition aux toxiques, je l'ai mis tout, au, tout au bout de cette file, c'est statistiquement significatif, mais l'impact sur la santé est moindre que les autres facteurs que je vous ai cités ici, même si indiscutablement ils existent et ça va être rappelé aujourd'hui. Voilà pour introduire le sujet. Alors, quelles preuves on peut apporter à ce que je viens de vous dire là et qui concerne l'alimentation, puisque c'est le thème de la journée. L'allaitement maternel, c'est une intervention nutritionnelle pendant la période des 1000 jours, qui débute à la naissance et qui dure 6 mois, voire plus, en tout cas qui dure quelques mois. Et on sait que cet allaitement maternel va avoir des bénéfices à très long terme. Au plus l'enfant est vulnérable, au plus les bénéfices sont évidents. Pour l'enfant prématuré, c'est moins d'obésité à l'âge adulte, moins d'hypertension et un meilleur score cognitif chez l'adolescent. Les résultats sont majeurs. Vous voyez ici, là, ça concerne toujours les bébés prématurés. Le QI à 6 ans, l'équivalent du QI à 6 ans, mesuré chez les enfants qui n'ont pas été allaités versus des enfants qui ont été allaités plus de 2 mois et sont sortis allaités. Et vous voyez qu'il peut y avoir 15 points de différence de QI. Donc, au plus on est vulnérable, au plus on est sensible à ces facteurs environnementaux et au plus l'impact est important. En population générale, oui, l'alimentation, l'allaitement maternel améliore le score cognitif d'environ 2,6 points dans la population générale. Alors, quand je présente ces résultats, on vient me dire, oui, mais tout ça, c'est du pipeau. C'est des études observationnelles. Il y a bien d'autres choses que l'allaitement qui peut avoir modifié le QI notamment ou l'allergie. Euh, oui, peut-être, mais il y a des études scientifiquement solides comme celle-ci, Probit. Tout un pays s'est investi dans un programme de recherche qui vise à savoir quels sont les bénéfices à long terme pour la santé de l'enfant de bénéficier dans une maternité d'un programme de promotion de l'allaitement. En réalité, ce programme-là, dans cette étude Probit, c'était le programme IHAB, qui a été évalué dans tout un pays. Le pays, c'est la Biélorussie. Les maternités ont été tirées au sort. Maternité, programme de promotion de l'allaitement. Maternité, pas de programme. Vous voyez, 17 000 diades mère-enfant, donc une énorme étude randomisée. Et voilà les résultats. Et je pourrais vous montrer sur d'autres critères objectifs. Il y a moins d'allergies à l'âge de 6 ans chez les enfants qui sont nés dans les maternités où il y avait le programme d'allaitement maternel.
Et ça, c'est une preuve solide, à partir d'une étude randomisée, que l'allaitement maternel a des bénéfices à long terme, largement au-delà de la période d'allaitement. J'ai naturellement pas parlé du bénéfice de l'allaitement sur la réduction des maladies infectieuses, parce que ça, c'est pendant la période d'allaitement. Et ça, c'était évident. Là, je vous parle bien des bénéfices à long terme d'une intervention précoce. Et donc, on voit bien les bénéfices importants sur le sujet. Et derrière, quels que soient finalement les mécanismes, les facteurs environnementaux, on a toujours deux grands mécanismes qui expliquent ces liens entre environnement précoce et santé future. Les mécanismes épigénétiques, c'est le principe, c'est que en l'occurrence là on parle de lait maternel, dans le lait maternel, il y a des facteurs épigénétiques susceptibles de modifier le fonctionnement de nos gènes toute la vie durant. Et c'était montré parce que dans le lait de mère, on trouve des exosomes dans lesquels on a des micro-ARN qui vont moduler l'expression des gènes. Et ces micro-ARN qui ont la réputation d'être fragiles, en fait, sont encapsulés, sont protégés. Et on sait maintenant qu'ils traversent la barrière gastrique et intestinale et diffusent partout dans l'organisme du bébé. Et puis, deuxième grand mécanisme qui explique les bénéfices de l'environnement précoce, c'est la colonisation par le microbiote. Le lait de mer n'est pas stérile, contient des germes. Ces germes, ce sont les germes du microbiote de la mer que la mère a mis 35 ans, 30-35 ans pour installer. Et donc, il a bien plus de chances d'être équilibré et elle le transmet via son lait à son bébé, qui d'emblée sera protégé par un microbiote actif. Or, le microbiote, euh, on le sait maintenant, joue un rôle majeur sur le développement cérébral de l'enfant, et notamment le développement du système limbique, le système émotionnel. Et beaucoup d'études font le lien entre le microbiote équilibré, varié, et le devenir à long terme. Et en réalité, les mécanismes, là encore, sont décrits et passent par le nerf vague, mais aussi par des facteurs humaux. Voilà, donc quand on parle d'allaitement et de bénéfices à long terme, il n'y a pas que le lait qui explique ces bénéfices. C'est ce que je viens de vous dire, le microbiote et micro-ARN et mécanisme épigénétique. Il y a effectivement la, la qualité des interactions précoces qui finalement sont renforcées par l'aide maternelle, le style d'attachement. On sait que l'aide maternelle réduit le stress, notamment le stress toxique, qui est un facteur de risque, implique habituellement le coparent et donc investit le coparent. Et tout ça joue un rôle pour expliquer ces bénéfices à long terme qu'on observe dans ces familles. Alors, je rentre dans le vif du sujet concernant l'alimentation, notamment précoce, femmes enceintes, femmes allaitantes. Euh, on a des trous clairement dans la raquette. Euh, Quand on parle d'alimentation chez la femme enceinte ou la femme allaitante, on parle toujours de ce que la femme ne peut pas manger, ce que le papa ne peut pas manger, ce qu'on ne peut pas manger en famille, toutes les restrictions qui sont liées à la grossesse. C'est, c'est pas une façon très positive de faire de la prévention primaire. Alors naturellement, avec l'idée de réduire le risque de toxoplasmose, de listériose, mais on concentre le message sur ces messages de prévention centrés sur les restrictions, toutes les restrictions. On n'oublie pas naturellement l'alcool. Tout ça, effectivement, est positif, mais on oublie tout le reste. Et tout le reste, c'est de rappeler que l'alimentation pendant cette période-là impacte beaucoup la santé future de l'enfant. Ça impacte son développement cognitif, le risque allergique, le risque d'obésité, de diabète et d'autres maladies non communicables de l'adulte, sans compter les bénéfices chez la mère, ils sont bien écrits aussi. La prééclampsie est en lien aussi avec l'alimentation de la maman. Le diabète, gestationnel, euh,
le fait de naître avec un petit poids de naissance. Et donc, oui, l'alimentation pendant cette période-là joue un rôle sur l'avenir de cet enfant et de la famille en général. L'alimentation, c'est pas que la qualité de la nutrition de la maman et du bébé, c'est aussi de façon plus générale, quand on élargit un peu le débat, le développement du goût de l'enfant. Si la maman a une alimentation diversifiée pendant l'allaitement ou la grossesse, ça va donner des flaveurs différentes du liquide amniotique que le bébé ingère en continu. Et ça a été largement démontré. Et pareil pour le lait de mère. Or, c'est à cette période-là où le bébé expérimente les différents goûts, saveurs et flaveurs. Et c'est à cette occasion-là qu'il s'habitue très précocement à ces nouveaux aliments. Et on sait que les bébés qui ont été exposés, parce que la maman a une alimentation diversifiée, à toutes sortes de goûts de flaveurs, ont moins de risques de faire les troubles dits de phobie alimentaire vers l'âge de 2-3 ans, qu'on observe chez beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants, qui ont une alimentation de moins en moins diversifiée et qui inquiètent les parents. On peut y travailler en prévention en diversifiant l'alimentation pendant cette période-là. Et puis, c'est aussi l'occasion de prendre des bonnes habitudes alimentaires pendant la période des 1000 jours. Voilà, c'est pour dire que le débat dépasse largement les qualités nutritionnelles de ce qu'on mange. Alors, je ne peux pas naturellement être exhaustif sur ce sujet. Je vais juste citer euh, deux micronutriments, mais je pourrais faire sur tout le reste. Je ne vous parle pas de la vitamine B9, hein, en prévention des malformations, de la fermeture du tube neural, de certaines cardiopathies. Je ne vous parle pas du fer, de l'iode, qui est un vrai problème, hein. La moitié des femmes enceintes sont carencées, déficitaires en iode. Je vous parle des oméga 3 et de la vitamine D parce que c'est le plus facile à passer. On sait que le déficit en vitamine D pendant la grossesse est associé à plus de prééclampsie, à plus de diabète gestationnel et à plus de prématurité liée à un excès de vaginose. La vitamine D, on pense toujours calcium, phosphore, mais la vitamine D joue un rôle très important dans le développement du système immunitaire. À la période Covid, hein, on a bien vu qu'à l'époque où il n'y avait pas de traitement, la vitamine D joue un rôle très important dans la protection des personnes, des adultes. Donc en période périnatale, les 1000 jours, la vitamine D joue un rôle très important dans le développement du système immunitaire. Plus important encore, probablement, c'est le fait que la vitamine D joue un rôle sur le développement cérébral de l'enfant. Et vous voyez que ça, c'est le nombre, les courbes que vous voyez là, ce sont le nombre, le pourcentage d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux en fonction des taux de vitamine D au cordon à la naissance de l'enfant. Et vous voyez que au plus les taux sont bas, au plus le risque est élevé, de forme modérée ou plus sévère de troubles du neurodéveloppement. Euh, et beaucoup d'études vont dans ce sens-là. Lorsque le taux de vitamine D est correct à la naissance, eh ben, on observe un meilleur développement du langage chez l'enfant. L'enfant démarre dans la vie avec euh, des meilleures compétences qui vont lui permettre de développer son langage. Et quand on parle du langage, c'est finalement les compétences sociales qui sont en jeu. Et donc, c'est toute une trajectoire de vie ce dont on parle là. Alors, vous me direz, comme pour l'allaitement, oui, mais tout ça, c'est de l'observation. Il peut y avoir, peut-être que les femmes qui ont des taux bas de vitamine D ne sont pas les mêmes que les autres. Peut-être qu'elles sont carencées sur d'autres choses, certes. Mais là encore, il y a des études interventionnelles qui montrent que lorsqu'on supplémente en vitamine D pendant la grossesse versus pas de supplémentation, là ici une grosse étude de randomisée, on s'aperçoit qu'il y a moins de risques d'asthme, moins de risques de pathologie, en tout cas une tendance forte de pathologies infectieuses respiratoires chez l'enfant plus grand, alors que là, c'est de la vitamine D qui a été donnée pendant la grossesse et qui témoigne bien de cet effet de la vitamine D sur la maturation du système immunitaire.
Et les méta-analyses concernant supplémentation en vitamine D pendant la grossesse montrent qu'on réduit de 25% le risque d'asthme à l'âge de 3 ans lorsqu'on donne de la vitamine D chez les femmes. Moi, je suis de Lille, proche de la Belgique. Vous voyez, en Belgique, c'est 50% des femmes, et dans les Hauts-de-France, c'est 50% des femmes qui sont carencées en vitamine D. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est les oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras qui jouent un rôle dans les fonctions tissulaires. Donc, ce n'est pas uniquement un apport énergétique, ça joue un rôle important dans le fonctionnement des tissus et notamment pour les enfants sur le développement cérébral. Quand on parle d'oméga 3, on pense à l'acide linolénique et aux huiles végétales qui contiennent de l'acide linolénique. Et en l'occurrence, pour les personnes végétariennes, savent qu'elles doivent se supplémenter et être attentives ou attentifs à bien consommer des huiles végétales qui contiennent des oméga 3, l'huile de cameline, de chanvre, de colza, par exemple. Le problème pendant la grossesse et l'allaitement, c'est que l'enfant il a besoin d'oméga 3, mais c'est pas uniquement de l'acide linolénique, c'est de l'EPA et du DHA. Et les huiles végétales ne contiennent que de l'acide linolénique. Alors, il y a un passage de l'un à l'autre, hein, que vous voyez avec les flèches, mais il n'y a que 10% de l'acide linolénique qui va donner des DHA à EPA. Or, le cerveau du bébé, du fœtus, c'est 70% de DHA EPA en termes d'oméga 3. Hein. Et donc, ça va être insuffisant. L'apport par les huiles végétales va être insuffisant. Et il faut apporter directement de l'EPA et de DHA qu'on ne trouve que dans les produits de la mer. Autant à l'âge adulte, euh, les oméga 3 apportés par les huiles végétales, on peut être tout à fait végétarien sans aucun dommage, au contraire. Mais pendant cette période-là de la vie, il faut trouver les moyens d'apporter du DHA et de l'EPA pour pas que l'enfant soit carencé. Même pendant la période d'allaitement, on sait qu'il y a un lien très fort entre consommation de produits de la mer, poissons, et contenu en DHA dans le lait de la mer. Or, voilà la cohorte Eden, une étude française, qui montre le lien entre la concentration en oméga 3 type EPA, DHA dans le lait de mer et le QI par rapport à des situations où le lait de mer ne contient pas de DHA, EPA. Et les études vont toutes dans le même sens. En fait, il y a un lien très fort entre consommation de produits de la mer pendant cette période-là et devenir cognitif de l'enfant. Les oméga 3 protègent aussi au très long cours du risque d'allergie, notamment d'eczéma, plus tard dans la vie. Et donc, dans ce contexte, avec ce niveau de preuve, il est recommandé de consommer 2 fois par semaine du poisson, dont une fois du poisson gras, euh, en évitant néanmoins les poissons potentiellement les plus contaminés, comme les poissons d'eau douce. Alors, quid des parents donc, quid des messages qu'on passe et on est tous informés que les poissons peuvent être contaminés par des métaux lourds, certains métaux lourds, par des perturbateurs endocriniens, notamment les retardateurs de flamme. Là, il faut qu'on soit solide sur les messages qu'on passe. Ce dont je vous parle, c'est des recommandations de l'INPS. Et les études dont je vous parle ont été faites avec du poisson du commerce. Donc, ce n'est pas du poisson qui ne contient pas des perturbateurs endocriniens. Et donc, le bénéfice à consommer du poisson va bien au-delà des risques potentiels de contamination liés au poisson. Si on avait du poisson non contaminé, naturellement, c'est ce qu'on choisirait, mais on n'a pas le choix. Et ça n'est pas une raison pour ne pas recommander de consommer des produits de la mer. Je dis ça parce que les parents sont exposés à des injonctions, entre guillemets, paradoxales qui les met en difficulté parce qu'ils entendent qu'ils doivent manger du poisson et puis qu'il y a des toxiques dans le poisson. Il faut que nous, professionnels de santé, il faut qu'on puisse passer des messages clairs
auprès des familles. Alors, la façon de cuire les aliments va jouer un rôle important aussi. Ici, c'est des neurones en culture, dans un milieu contrôle. Ici, quand on rajoute de l'acrylamide et quand on rajoute de la friture. Et de la friture, en fait, ça contient de l'acrylamide. On voit bien que l'arborisation neuronale se fait plus. Et donc, effectivement, consommer trop de friture pendant cette période-là n'est pas recommandé et vaut mieux cuire à feu doux dans ces situations-là. Et on sait qu'il y a un lien entre la consommation de friture pendant la grossesse et le risque d'obésité plus tard dans la vie, les études le confirment. Alors j'aborde, après ces quelques exemples, j'aborde un peu la prudence avec lesquelles il faut aborder ces sujets. Dans cette étude de Préved, on a donc cette étude prévède visait à réduire le risque d'exposition aux toxiques de l'environnement, essentiellement via l'alimentation, en expliquant comment se protéger et réduire l'exposition aux toxiques de l'environnement. On a proposé aux familles de participer à des groupes de parents, 3 groupes successifs de parents, et on les formait, informait les parents sur les phtalates, sur comment s'en protéger, versus un groupe contrôle qui n'avait pas d'information. Le point important, c'est que dans cette étude, il y a très peu d'impact. Quand on fait des mesures, notamment dans le lait, des biomarqueurs d'exposition, on s'aperçoit que l'intervention n'a pas modifié le contenu en biomarqueurs d'exposition. Par contre, on se rend compte, donc n'a pas modifié l'exposition aux toxiques. Par contre, on se rend compte que les parents ont été sensibilisés à ce risque et que ils perçoivent un risque, mais ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose sur ce risque. Donc, c'est l'idée globale que lorsqu'on passe des informations sur ce sujet, il faut qu'on soit attentif à ne pas accentuer le stress auquel sont déjà exposées les familles dans ce contexte-là. Et donc, quand on parle des messages de protection liés à l'environnement, il faut vraiment que ce soit des messages simples, simples à mettre en œuvre, qui soient euh, evidence-based, euh, qui soient du bon sens. Vous voyez quelques exemples ici, mais je sais que dans la journée, ça va être rappelé, donc j'insiste pas là-dessus, pour dire que, attention, il y a un enjeu à, à aborder ces sujets-là avec beaucoup de prudence. D'autant que si on veut faire évoluer les comportements, on voit sur cette diapo la complexité. Il faut effectivement faire évoluer le comportement de la famille, du père, du coparent, de la femme enceinte, mais aussi des professionnels de santé. Et je vous disais que beaucoup ne sont pas formés. Euh, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des cours sur la façon de s'alimenter pendant la période d'allaitement. Même dans le programme IHAB, on n'a pas ça. Et puis l'entourage, qui avait des discours régulièrement divergents et avec des conflits générationnels qu'on observe. Et voilà, j'élargis encore un tout petit peu le débat. Euh, Quand on parle en fait d'alimentation, euh, derrière, c'est naturellement pas que l'alimentation qui est en jeu. Vous avez vu, on parle d'alimentation, mais en réalité, on parle aussi des toxiques liés à l'alimentation, de l'information liée aux toxiques de l'environnement. Euh, et là, dans cette étude-là, vous savez l'impact de l'exposition aux écrans sur la santé future. Ce qui a été ce qui a été montré, c'est que c'est pas tellement la durée d'exposition aux écrans, c'est les écrans pendant la période de l'alimentation qui pose problème. Et puis après, il y a les aspects éducatifs. L'alimentation, c'est pas déconnecté de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Et
Et là, effectivement, on s'aperçoit que les pratiques éducatives sont extrêmement variables d'une famille à l'autre, euh, très en lien en fait avec l'interprétation qu'on fait de l'attitude de l'enfant. Euh, ça peut être arrête de faire des caprices. Ça veut dire qu'on considère que l'enfant euh, fait des caprices. Euh, il se comporte comme ça, de cette façon, depuis que j'ai repris le travail. Je sens bien un sentiment de culpabilité derrière. Euh, et puis, ça peut déraper vers la punition. Tu ne sortiras pas de ta chaise tant que tu n'as pas fini ton assiette. Et donc, euh, or, cette attitude, cette pratique éducative, en lien en l'occurrence avec l'alimentation, parce que c'est un sujet sensible, va avoir un gros impact sur la trajectoire de vie d'un enfant et de ses compétences psychosociales. Et ça a été démontré. Euh, Derrière tout ça, le message que je veux passer, c'est que pendant la période des 8 jours, donc les enfants de moins de 2 ans, peut-être même un peu plus, en réalité, le comportement d'un enfant euh, n'a pas d'intention. Il n'a pas d'intention de nuire, de nous embêter. Il n'y a pas d'intention derrière ça. Son comportement n'est porté que par une émotion et par un besoin qui s'exprime de différentes manières, mais il y a dans l'interprétation qu'il faut qu'on fasse et la façon de réagir à un comportement de bébé, il faut avoir toujours en tête donc cette analyse avec beaucoup de recul et qui nécessite des compétences empathiques pour comprendre finalement pourquoi il y a ce comportement de l'enfant et quelle émotion le bébé est en train d'exprimer. Alors c'est un sujet qui pourrait nous emmener loin, mais c'est juste pour introduire le sujet. Et je termine simplement là-dessus, le fameux test du marshmallow, qui élargit encore la discussion et qui montre le lien entre pratique éducative, alimentation et devenir à long terme. Le test du marshmallow, il a été fait il y a une quarantaine d'années. Et on dit à un enfant de 3 à 5 ans, donc on n'est pas dans les 1000 jours, on est après les 1000 jours, euh, on lui donne un marshmallow et on lui dit que si il ne mange pas pendant un temps long, en réalité 15 minutes, il pourra en avoir un deuxième. Et donc un enfant à qui on fait ce test, eh ben, il va regarder son marshmallow, il va changer les idées, il va le toucher, il va le goûter, il va le sentir, jusqu'à essayer de tenir les 15 minutes pour éventuellement en avoir un deuxième. Et on sait maintenant que le succès à ce test du marshmallow euh, est, très en lien avec le style d'attachement initial dans la vie. Lorsque l'enfant est rassuré, fait confiance aux adultes, il va réussir le test. Si par contre l'attachement était de type désorganisé, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il aura beaucoup moins confiance aux adultes. C'est dire que ça va avoir un impact à très long terme, encore une fois sur les compétences psychosociales et sur les trajectoires de vie. Donc, ces compétences éducatives, ces styles d'attachement précoce jouent un rôle sur l'alimentation qui lui-même joue un rôle sur le devenir plus tard dans la vie. Voilà, je n'insiste pas là-dessus. Et cet aspect-là, ça répond à une question qu'un collègue avait posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer en fait accompagner les parents dans des groupes? Oui, c'est vraiment ce qu'on prône dans le cadre des 1000 jours. On est dans de la prévention primaire, on n'est pas dans le traitement des maladies, le repérage des maladies. C'est globalement tout le monde est concerné. Et donc on peut aborder ces thématiques dans des groupes de parents qui discutent entre eux. Quand un professionnel de santé dit ce qu'il faut faire, il y a finalement peu de chances que ça a un gros impact. Si les parents se le disent entre eux, décrivent leurs trucs et les astuces qu'ils ont trouvés, tout ça encadré naturellement par un professionnel, ça a bien plus de chances d'être efficace et probablement on répond mieux aux attentes des parents. Voilà, je termine simplement pour dire que si vous souhaitiez en savoir plus sur le sujet, on a fait un DU sur les 1000 jours. En réalité, j'ai abordé que l'aspect de l'alimentation sur un point très spécifique, mais tous les aspects nécessitent d'être décrits en détail.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème techniques. Merci beaucoup, professeur. C'est extrêmement passionnant, tout ce que vous venez de nous exposer, et ça nous replace bien le sujet, puisque c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'est éclaircir un petit peu nos croyances et faire le tri dans tout ce qu'on apprend. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez poser des questions, bien sûr, au professeur qui va vous répondre? Oui, Dr Bonis, membre de la commission environnementale. Je rappelle à mes collègues que les diaporamas seront sur le site de l'URPS. Merci pour vos réflexions, effectivement, et puis tous vos éléments qui nous permettent de réfléchir et qui font beaucoup d'écho à notre pratique en tant que médecin généraliste, par exemple. Une question plus pragmatique sur la supplémentation pendant la grossesse. On a beaucoup de jeunes femmes qui prennent spontanément des compléments alimentaires ou des... Alors, je ne vais pas citer de marque, hein, mais alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment les orienter? Je connais un petit peu le problème de l'iode entre celles qui sont carencées et celles qui n'y sont pas, et donc je prescris assez facilement l'iodurie. Mais sur ce qui est vitamine D et plutôt vitamine plus globale, qu'est-ce que vous conseillez? Merci. Alors, donc en termes de supplémentation, il y a celles qui sont recommandées et qui concernent essentiellement la vitamine B9 et le fer quand il y a une anémie. Les recommandations pour les autres, c'est d'avoir une alimentation diversifiée, la plus diversifiée possible, et aider les parents à avoir cette alimentation diversifiée. Quand on dit il faut consommer 2 fois par semaine des produits de la mer, il y a des parents qui vont nous dire mais j'aime pas le poisson. Comment fait-on dans ce contexte-là? euh, bah, ça veut dire que c'est pas tous les poissons. Il y a personne qui aime pas tous les poissons. Et donc, ça veut dire qu'il faut aborder la façon de cuisiner, les préparer, le type de poisson. Ça prend du temps. Euh, tout ça pour dire que, et d'ailleurs, il y a des alertes de de l'ANSM qui le disent, en termes de supplémentation par des suppléments alimentaires, il faut tout de même être attentif. Je prends, puisque vous parliez de l'iode, il y a une alerte récente sur des algues iodées qui sont des compléments alimentaires en vente libre. Et on s'est aperçu que la concentration d'iode dans ces algues était extrêmement variable et variée d'un rapport de 1 à 10. Et donc, dans certains cas, ces algues contiennent trop d'iode. Même si on n'en prend que très peu, ça peut être trop d'iode, ça peut être 10 fois ce qui est recommandé. Et donc, globalement, il faut être très très prudent avec les suppléments alimentaires. Et c'est pas ce qui est recommandé. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il existe des compléments alimentaires par rapport... Ah oui, excusez-moi. Oui, Hélène Roux, médecin généraliste. Des compléments alimentaires, notamment en oméga 3, pour les véganes têtus qui ne veulent pas entendre qu'il faut manger un peu de poisson. Vous dites personne n'aime pas ça, mais il y a vraiment des véganes, Ouais. on ne peut rien leur faire ingurgiter. Ouais, ça c'est un problème. En fait, je me suis penché sur le souci parce qu'on a travaillé sur les oméga 3 pendant cette période-là et sur le poumon et la circulation pulmonaire. Et on s'est rendu compte en réalité que les études qui montrent les bénéfices en santé sont liées à la consommation de poissons. Et en fait, certes, si on prend des gélules d'oméga 3, de DHA, EPA, on apporte du DHA, EPA, mais les bénéfices en santé sont bien plus modestes. Et donc là, il y a 2 explications. La première, c'est qu'il y a peut-être autre chose dans le poisson qu'on ne sait pas
et qui est bénéfique aussi pour la santé. Peut-être l'iode, hein, le fruit de la mer apporte aussi de l'iode. Il y a le sélénium. Et deuxième chose, en fait, dans le processus de préparation des oméga-3, des huiles à partir de poissons, il y a des processus d'oxydation qui dégradent certains des oméga-3 et pourraient réduire l'efficacité de ces produits. Mais si on ne peut pas faire autrement, il vaut mieux prendre des gélules. Effectivement, les femmes véganes pourraient s'orienter vers des huiles végétales à base de plancton qui peuvent aussi contenir des oméga-3 type EPA, DHA. Après, il y a des petites alternatives. C'est les poules, lorsqu'elles sont nourries avec du lin, produisent des œufs qui contiennent du DHA-EPA. Ça s'appelle les œufs bleu blanc cœur. Ça contient pas beaucoup, ça contient du DHA-EPA. Il faut en manger beaucoup pour couvrir tous les besoins, mais c'est déjà un petit moyen d'apporter. Mais après, vegan, je suis pas sûr que le vegan mange des œufs. Mais en tout cas, il y a des œufs bleu blanc cœur qui contiennent du DHA-EPA. Je voudrais poser une question très... Se présenter, Patrick Bouillot, je suis endocrino-nutritionniste. J'aurais une question très pratique sur les conseils que vous pourriez donner en termes de supplémentation en vitamine D. On sait qu'on entend un peu tout et n'importe quoi actuellement, et donc de façon pratique et, je dirais, justifiée de supplémentation en vitamine D. Merci. Alors, ce qui est recommandé par le CNGOF, la Société des gynéco-obstétriciens, c'est une ampoule à 6 mois, donc à 28 semaines de grossesse. Qui est le moyen officiel recommandé. Mais ensuite, il y a l'autre façon de faire, c'est de poursuivre pendant la grossesse, qui est fait habituellement chez l'enfant jusqu'à 18 ans, puis chez l'adulte, qui est de prendre tous les jours de la vitamine D régulièrement pour compenser le déficit. Pour prévenir un déficit potentiel. Donc, vous voyez, il y a ce qui est recommandé. Le CNGOF a recommandé une ampoule à 22 semaines en 1995 et depuis, rien n'a changé. On reste toujours sur ces recommandations. Dans les autres pays, les problèmes sont un peu différents parce que les aliments sont complémentés en petites doses de vitamine D. Donc, il y a moins, je pense aux États-Unis, il y a moins de risques de carence que chez nous. Voilà, l'idée, de plus en plus d'obstétriciens donnent de la vitamine D tous les jours pour les personnes confiantes qui acceptent de le faire. Marilyn Perrier-Camby, médecin généraliste. J'avais juste une petite remarque. Simplement, l'être humain, il est omnivore à la base. Donc, quand il y a certains régimes qui excluent des choses, effectivement, on va avoir des carences. Et je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus cuisiner, tout simplement. Manger de la nourriture industrielle préparée à des kilomètres de chez soi, pour moi, ça a de moins en moins de sens. Et je pense qu'il y a une perte de sens de l'alimentation chez un certain nombre de nos personnes, qui est sûrement à la base de cette absence aussi de nutriments essentiels, et remplacer une alimentation variée par des compléments fabriqués ailleurs, ça me pose problème. Ça, c'était une petite remarque. Et puis pour revenir sur la vitamine D, là, on n'a plus de remboursement, par exemple, sur les dosages en vitamine D, hormis dans les suivis des ostéoporoses. Donc, je trouve que c'est un petit peu compliqué de savoir qu'effectivement, toujours, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces recommandations de supplémentation en vitamine D, sachant qu'on n'a pas de moyen de contrôler
quelle est avec voilà, ces problématiques de contrôle et de savoir quelles sont les recommandations sur les dosages. Voilà. Moi, je pense que si on propose 800 unités tous les jours, comme on le fait pour les enfants, on est dans le cadre de ce qui est recommandé pour tous les adultes. Si on veut être très strict sur les recommandations officielles, c'est une ampoule à 28 semaines. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des trous dans la raquette et que la société de gynéco devrait se repositionner sur ces recommandations. Elles sont en décalage avec les recommandations internationales dans les autres pays. Alors moi, je suis un peu gêné je ne peux pas recommander des trucs qui ne le sont pas par les sociétés savantes. Donc, ce qui est recommandé par la société savante, c'est cette ampoule à 28 semaines. Mais bien conscient que c'est aussi encore un trou dans la raquette. On a suffisamment de preuves pour penser que la vitamine D devrait pouvoir être donnée pendant toute la grossesse, à un moment où se développe le système immunitaire du bébé et son développement cérébral. Alors, je suis un peu désolé parce que je me rends compte qu'il est 11h et il faut absolument que je prenne le train que je risque de louper si je reste avec vous. Ça aurait été avec plaisir, mais il faut vraiment que je quitte. On va vous laisser, professeur, et on vous remercie vraiment beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup.